Bienvenue dans Libre et épanoui, le podcast dédié aux femmes qui ont vécu des violences sexuelles. Dans cet épisode, je vais te raconter mon parcours et comment j'ai réussi à m'en sortir après l'inceste. J'ai vécu l'inceste au quotidien pendant 4 ans et pourtant j'ai retrouvé la joie, la vie, le rire. J'ai renoué avec l'enthousiasme, la passion, l'envie et l'excitation. Je me suis libérée de mes angoisses, de mes peurs et des croyances qui m'empêchaient d'avancer. Je suis en paix avec mon passé et celle que je suis devenue aujourd'hui. Et ça c'est venu après plus de 10 ans d'exploration, de recherche, de lecture, de formation, qui m'ont permis de voir le plus grand drame de ma vie comme un cadeau. Je suis donc littéralement passée de l'ombre à la lumière et depuis, je me suis rendu compte que l'ombre a disparu. Et c'est ça qui me pousse à vouloir apporter de la lumière partout où je vais. Ce qui m'a apporté pendant mes années de souffrance, c'était cet espoir que la vie ne pouvait pas se résumer seulement à ça, être abusée et survivre comme je le peux. Et d'une certaine manière, c'est mon refus de croire qu'il n'y arrivait rien de plus qui m'a empêchée de sombrer. Au tout début, quand j'ai commencé à parler, je me suis tournée vers des psychologues. Et même si j'étais plus que motivée à m'en sortir, j'ai jamais trouvé les réponses que je cherchais de cette façon-là. J'avais vraiment besoin de comprendre ce qui m'était arrivé, et d'être comprise aussi en tant que victime d'inceste. Mais j'ai trouvé personne pour m'expliquer vraiment ce qui s'était passé. Alors j'ai fini par chercher par moi-même. Et mon parcours a commencé à la fin de mes études. J'ai été embauchée pour un premier travail. Et au bout de 1 mois, j'ai été licenciée pour une raison injuste qui n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est à ce moment-là qu'une collègue m'a conseillé le livre Le Secret. Et ça m'a ouvert la porte sur un monde que j'ignorais jusque-là, le monde du développement personnel. Et j'ai commencé à lire un livre après l'autre et à essayer de nombreuses techniques et pratiques. Je me suis aussi tournée vers des accompagnants plus alternatifs. Et j'ai continué comme ça pendant plusieurs années dans cette quête de sens et de guérison. Après mon licenciement, je trouve un autre poste en CDI et j'y resterai 2 ans. En 1 année, j'avais doublé ma charge de travail et on m'a rapidement confié plus de responsabilités. J'avais des idées qu'on me demandait de mettre en application et ça me motivait, ça m'intéressait et c'était une source de mon épanouissement. Mais j'étais aussi face à une organisation qui ne me convenait pas. J'étais dégoûtée des pratiques internes, des coups bas, des rumeurs, comme ce que j'avais déjà découvert en fait pendant ma première expérience. J'avais pas assez de temps pour développer les projets qui m'étaient confiés et donc j'ai demandé une réorganisation de mon temps de travail parce que j'étais frustrée. Ça m'a été refusé et mon chef m'a dit qu'il préférait me retirer des projets si j'avais trop de boulot. Mais je lui ai dit que c'est exactement ces projets qui me motivent et qui font que je travaille aussi bien. Et il m'a répondu, si tu fais pas comme je dis, t'évolueras jamais. Et cette phrase, elle m'a marquée parce que j'ai eu l'impression, en fait, sur le moment, j'ai pris conscience que mon avenir était entre ses mains et que j'avais aucune liberté. Et c'était quelque chose que je pouvais pas accepter. Donc je suis partie de ce poste en décidant de trouver ma raison de vivre. Je me suis fait la promesse de réussir par moi-même et de laisser derrière moi un environnement qui ne me correspond pas. J'ai continué de lire et à faire des exercices chaque jour pour apprendre à me connaître et pour obtenir les compétences qui me manquaient, pour chercher des idées, décider quel serait le projet de ma vie. Et puis je me suis rappelée à un moment de détresse quand je devais avoir 15 ans. Je suis dans ma chambre, assise derrière la porte fermée. J'écris et je pleure parce que je souffre.
Et je parle de mon impression de marcher vers la mort et de l'intensité de la souffrance qui me déchire. Mais pour la première fois, en me rappelant ce moment, je prends conscience que je suis pas seule en fait. Et je pense à toutes ces autres femmes qui ressentent la même souffrance que moi à cet instant et qui ont elles aussi connu l'inceste ou des violences sexuelles. Et j'ai qu'une envie, c'est être là pour elles. Et grâce à mes lectures, je prends conscience que si je transforme ma souffrance, alors je peux en faire quelque chose de beau qui pourra sûrement apporter de la lumière à celles et ceux qui en ont besoin. Pour faire de cet élan une réalité, je m'inscris à une formation de conseillère en relations humaines et développement personnel. Bien que je n'ai plus de travail, je passe mes journées à me former, à lire, à expérimenter pour ensuite devenir accompagnante. Et je tente de me lancer à plusieurs reprises, mais sans succès. À ce moment-là, je n'ai pas encore la force d'assumer publiquement que j'ai été victime d'inceste. Tout ce que j'essaye, ça marche que pendant un temps, mais ma souffrance finit toujours par me rattraper inlassablement. Et j'ai fini par me poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que toutes ces approches fonctionnent pour les autres, mais pas pour moi ? Qu'est-ce que je comprends pas ? Qu'est-ce qui m'échappe ? Et ça a participé au fait que je me suis vue comme une moins que rien. Que même si je voulais m'en sortir, je devais en être incapable parce que je n'obtenais pas les résultats que j'attendais. Je me suis vue trop détruite et à chacun de mes échecs, c'était simplement une confirmation du fait que j'étais détruite. Avec cette approche en fait du développement personnel, j'avais l'impression de ne pas être libre parce que c'était une question de discipline et de contrôle et c'est des aspects qui ne m'ont jamais réussi. Pour exemple, j'ai découvert que les pensées sont créatrices et que les affirmations positives pouvaient transformer notre vie. Ça m'a tout de suite attirée et j'ai voulu avoir plus de pensées positives et quotidiennement me répéter des phrases qui reflétaient la vie que je souhaitais vivre. Mais malgré ma volonté, je me suis rendu compte que j'avais aucun contrôle sur mes pensées. Et en plus de ça, plus je désirais avoir des pensées uniquement positives, plus les pensées négatives restaient et elles étaient renforcées. Donc j'étais mise face à mon impuissance et c'est ça qui m'a poussée à aller plus loin. Petit à petit, j'ai découvert l'éveil de la conscience. D'abord à travers l'Advaita Vedanta et l'enseignement de nombreux maîtres comme Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj ou encore Ramesh Balsekar. Puis j'ai été amenée à rencontrer et écouter des enseignants plus actuels qui posent la même question. Qui suis-je ? Alors, je ne vais pas en parler plus dans cet épisode parce que c'est un sujet qui est assez profond et qui a besoin de son propre épisode. Mais cette fois, je vais plus vous parler de ce que ça a provoqué en moi, toutes ces découvertes de la non-dualité, l'Advaita Vedanta et la découverte de qui je suis vraiment. En premier lieu, ça m'a fait rentrer dans un désert parce que tout ce que je croyais vrai jusqu'à ce moment-là s'est écroulé jusqu'à mon identité. J'ai perdu tous mes repères et je me posais consciemment la question de ce que je devais faire. J'étais face en permanence à un rien, une envie de rien faire, de rien être. Je me disais, s'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit, alors pourquoi continuer de faire quoi que ce soit ? Si je ne suis pas mon corps, mes pensées, mes émotions, mon intuition, mes expériences, mes peurs, qu'est-ce qui reste après ? Rien. Et qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis ce rien aussi ? Ça m'a poussée à rejeter toutes les notions de développement personnel qui m'avaient nourrie dans leurs limites jusque-là. Et j'ai arrêté toutes les pratiques que je faisais. J'ai arrêté même d'écrire, j'ai arrêté de lire. Mais j'ai aussi arrêté de vivre parce que je me sentais bloquée, prisonnière de ma souffrance et impuissante à me délivrer.
Et en même temps, je refusais cette situation. Je continuais à vouloir échapper à ma réalité. J'étais pas dans le déni de ce qui m'était arrivé, mais je n'arrivais pas à accepter cette vie d'ancienne victime d'inceste. Pendant tout ce temps-là, je continue de vouloir aider les autres, mais je suis face à un blocage et je ne sais pas vraiment pourquoi. Et toutes les solutions que j'essaye ne donnent rien. Je ne vois pas que ce qui me bloque, c'est moi-même. Parce que je me sabote en étant dans le rejet et dans le refus de ma vie telle qu'elle est. Quand on me parle d'aider les femmes qui ont été abusées sexuellement, je suis aussi dans le refus. Et pour tout vous dire, j'ai peur que mon quotidien soit trop difficile. Parce que j'ai pas envie d'être associée que à ça. J'ai envie d'aider des personnes qui ont aussi d'autres problématiques. Alors que, à la base, mon désir d'aider les autres était né de mon envie de tendre la main à celles qui ressentent la même détresse que celle que j'ai ressentie. Et je reste dans l'évitement de ce rôle que j'ai été appelée à jouer. Mais pour l'accepter, la vie m'a appelée à jouer un autre rôle, celui de maman. J'ai ressenti que ce serait pour moi une expérience initiatique. Et j'ai bien conscience que chaque femme vit cette transition différemment, mais pour moi, ça a été très naturel. Pendant ma grossesse, je me suis posé 1000 questions. Je me demandais comment j'allais faire pour vivre tout ça toute seule, sans ma mère, sans femme en fait autour de moi pour avoir une référence. Mais au final, ça avait du bon parce que j'étais libre de faire exactement tout ce que je voulais. Et dès les premiers instants après la naissance de ma fille, j'ai beaucoup de mes questions qui se sont envolées. Et tout s'est passé assez naturellement parce que j'avais l'impression d'avoir toujours été maman. La venue de ma fille m'a aidée à prendre réellement conscience de cette part qui est nourricière en moi. Ça m'a rappelé une femme que j'avais consultée qui m'avait dit « Vous, votre truc, c'est de nounourser tout le monde. » Et je vous parle de ça parce que c'est ce qui m'a permis de lever le blocage qui m'habitait. J'ai pris conscience que je devais être nourricière envers moi pour pouvoir l'être authentiquement avec les autres. Et j'ai eu la chance de croiser le chemin de Gérard, qui est un psychothérapeute qui m'a beaucoup aidée. Il a écrit un livre qui s'appelle « Regarder ce qui est et sourire ». C'est un livre où il m'a fallu plusieurs lectures pour avoir envie de sourire à ma vie telle qu'elle est. Mais grâce à la simplicité des mots de Gérard dans ce livre, j'ai pu découvrir une nouvelle perspective de mes souffrances liées à l'inceste que j'avais vécu. Grâce à cette lecture et son accompagnement, j'ai pu réconcilier le développement personnel, disons, avec la non-dualité de la vie. L'un ne contredit pas l'autre. Ce n'est pas parce que je prends conscience de la non-dualité que tout est un, qu'on doit rejeter en même temps la dualité, c'est-à-dire la vie sur Terre. Notre existence en tant qu'être humain est duelle. Nous vivons dans ce monde des contraires. Rien n'existe sans son opposé. Et même pour aller plus loin, cette existence est changeante. Nous évoluons constamment dans notre personnalité, dans les actions que nous menons, dans les croyances que nous avons. Et ça fait partie de la non-dualité. Tout est un ne s'oppose pas à la dualité. Tout est un est au-delà de la dualité. Il l'englobe en fait. Et ce un, il est source du bien et du mal, de la joie et de la tristesse, du matériel et du non-matériel. Et nous sommes ce un. On n'est jamais ce qui nous traverse, nos pensées, nos actions, etc. Rien de ce qu'on peut faire, en fait, ou penser ou dire ne détermine notre valeur ou ne dit rien sur qui nous sommes. Parce que ce que nous sommes précède tout ce qui existe dans ce monde. Et ne peut jamais être affecté aussi par tout ce qui se passe. Parce que nous sommes êtres et nous ne pouvons pas ne pas être.
Alors, pour clôturer cet épisode, je vais vous partager le plus beau, en fait, dans tout ça, dans cette expérience d'un retour à la vie après un inceste. La plus grande prise de conscience pour moi, certainement, c'est que nous sommes naturellement la joie, l'amour, la compassion, la bienveillance, la confiance, la sécurité que nous recherchons. Mais pour vivre ces choses, nous n'avons rien à créer par nous-mêmes. Nous avons juste besoin de les laisser être pour qu'elles s'épanouissent en nous. Et ça sous-entend que quoi que nous fassions, ça ne saura ternir les trésors qui sont en nous. Les seules choses qui nous empêchent de les vivre, c'est de croire que nous devons correspondre à une certaine perfection pour y avoir droit. Alors qu'en réalité, nous n'avons rien à être, rien à accomplir pour avoir droit au bonheur, parce que nous sommes le bonheur. Le bonheur est notre nature. Prendre conscience de ça m'a réconciliée avec moi-même, avec le fait d'être en vie, et du même coup avec mon passé. Ça m'a permis d'accepter mon corps avec son histoire. Ça m'a aidé à redonner les bonnes responsabilités aux bonnes personnes. Et finalement, ça m'a poussé à m'aimer, à m'écouter et à répondre à mes besoins. Et c'est un chemin sur lequel je peux t'accompagner avec tout l'amour, la douceur, l'empathie et la reconnaissance dont tu as besoin et que tu mérites. Je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite toute la douceur du monde en toi et autour de toi.